Ok. Bonjour, merci à vous, merci d'être venu aujourd'hui. Bonjour. Je suis accompagné d'Isabelle Durin, qui est violoniste et qui a publié 2 albums consacrés à la musique de film avec un pianiste et qui donc fait des reprises en fait de morceaux symphoniques qu'elle adapte pour le violon et le piano. Voilà, c'est un travail qui n'est pas forcément évident de partir d'une partition symphonique pour arriver à une partition solo de violon. Voilà, mais on aura l'occasion d'en parler. Oui, et donc ce sont des anthologies de musique de film, donc adaptées pour violon-piano, mais sur un thème assez précis, puisque c'est les traditions juives et la Seconde Guerre mondiale. Dans un premier opus, c'est les traditions juives et Shoah, Holocauste, et puis toute cette période de l'émigration des Juifs d'Europe de l'Est vers les États-Unis, et puis ensuite le drame de la Shoah, avec en point de mire, bien évidemment, la liste de Schindler, que j'avais enregistrée dans un premier opus avec le triptyque, les 3 pièces dédiées à Isaac Perlman, et donc dans le dernier album, c'est plus précisément axé sur la Seconde Guerre mondiale, donc avec une œuvre de John Williams. Voilà. Je voulais déjà tout d'abord remercier la librairie Le McGuffin de nous accueillir aujourd'hui. Et donc nous allons parler du livre consacré à John Williams qui est paru récemment chez Third Edition. Et on a fait un petit programme pour vous aujourd'hui. Donc on va commencer par parler du livre. Oui, bien évidemment. Alors moi j'ai été emballée par le livre. J'ai trouvé que déjà c'est une somme, une collection d'indications très très précieuses. Tu as collecté beaucoup d'informations, depuis des articles, des interviews que l'on peut aussi bien évidemment voir sur internet, mais pas que, parce que c'est une somme assez incroyable, et sur tout le parcours et l'œuvre de John Williams. Alors moi la première question bien évidemment c'est: pourquoi as-tu eu l'idée de t'intéresser à John Williams, sachant que ton dernier livre est consacré à Ennio Morricone? Alors, quelle est la trajectoire, on va dire, le trajet esthétique en fait, moi, j'ai toujours été passionné par la musique et le cinéma. Donc, la musique de film, c'est vraiment la conjonction idéale entre ces 2 arts. Donc, c'était vraiment parfait pour moi. Et j'avais comme ça quelques compositeurs vraiment phares dont je voulais parler un jour. Et Williams en faisait partie. Quand l'éditeur m'a contacté, il m'a proposé soit Howard Shore, soit John Williams. Donc j'ai plutôt opté pour Williams. Et du coup, voilà, on s'est embarqué sur ce travail qui a duré plus d'1 an. Et qui, en fait, le but, l'idée, c'était vraiment de donner une vision globale de l'œuvre de John Williams et de pouvoir permettre au lecteur de se plonger dans chaque époque et de découvrir peut-être des musiques qu'il ne connaît pas ou des films qu'il ne connaît pas, parce que Williams, bon, tout le monde connaît ses titres les plus connus, mais il y a quand même beaucoup d'autres choses derrière qui sont tout aussi passionnantes. Oui, justement, j'ai regardé justement ce qui était disponible chez Third Edition, et ils mettent l'accent sur des réalisateurs, des compositeurs, et je présume aussi que c'est un focus sur leur œuvre, leur aboutissement, comment ils ont été amenés, bien évidemment, à écrire, etc. Donc c'est vraiment aussi dans cette trajectoire du ce faisant. Comment en sont-ils arrivés là? Et en l'occurrence, pour John Williams, quel a été son parcours, en tout cas les débuts, sachant que maintenant, quand même, il a un certain âge, donc il a commencé sa carrière quand?
Il a commencé sa carrière dans les années 50. D'accord. En fait, il a une formation classique, il est né à New York en 1932. Il a fait, comme sa famille, quelques allers-retours entre New York et Los Angeles. Et son père était percussionniste dans les orchestres hollywoodiens, en fait. Johnny. Ouais, le Johnny. Lui, d'ailleurs, lui-même s'appelait Johnny Williams jusqu'à la fin, jusqu'au début des années 70, pour finir par perdre le nid et rester sur John. Donc se démarquer un peu du père, du coup. Oui, aussi, hein. oui, sûrement. Sûrement. Ça a à voir. Mais il est vraiment né dans une famille très musicale, dans laquelle on parlait musique tous les jours. Il y a des musiciens qui venaient à la maison. Donc il a vraiment baigné là-dedans. Et puis ensuite, quand la famille a redéménagé à Los Angeles, c'est là qu'il a commencé à travailler pour les studios hollywoodiens, pour les orchestres des studios. Et il est devenu tout d'abord, enfin à la base il était pianiste de jazz et il a joué du piano sur des BO très très connus. Il a travaillé avec tous les grands compositeurs de l'âge d'or hollywoodien, on en reparlera sûrement. Et ensuite, petit à petit, il a fait des orchestrations, il a dirigé l'orchestre et c'est comme ça qu'il est arrivé jusqu'à l'étape de la composition. Mais est-ce que la composition, on peut dire que dans son parcours, c'est comme un aboutissement de quelque chose qu'il a fait par hasard, ou est-ce qu'il avait vraiment, au tout début, sa cheville au corps? Parce qu'il vient d'une formation de pianiste, mais est-ce qu'il a fait, comme on dit vulgairement, fait ses classes en tant que compositeur? Harmonie, contrepoint, comme on pourrait le dire dans une vision très traditionnelle de la formation d'un compositeur. Il a fait ses classes parce qu'il a fait la Juilliard School à New York. Voilà. Il a eu des professeurs très réputés à Los Angeles. Mais il a longtemps hésité entre une carrière de pianiste et de compositeur en fait. Ça n'a pas été clair pour lui dès le début. Tu le dis justement dans le livre que c'est lorsqu'il s'est confronté aussi au pianiste de la Juilliard School qu'il s'est aperçu qu'il y avait un petit fossé qui le séparait. Oui, il n'avait pas forcément le niveau entre... et que, voilà. Mais c'est pas par défaut qu'il est passé à la composition, c'est que vraiment il le ressentait intrinsèquement. Oui, c'est ça. Ben oui, parce qu'il a commencé déjà tout jeune à composer des pièces classiques qui n'ont jamais été enregistrées. Mais oui, ça a travaillé dès le plus jeune âge en fait. Et justement, alors pour ses influences, on est donc dans les années 50, on peut dire. Quelles sont ses influences en plein Golden Age, puisque à l'époque c'est pas comme ça s'appelle, enfin je sais pas historiquement, mais on est vraiment en plein âge d'or hollywoodien. Le symphonisme hollywoodien est très présent. Et qu'en est-il du jeune John Williams à ce moment-là? Est-ce qu'il est comme souvent des compositeurs rebelles qui veulent se démarquer de leur père, ou au contraire il reste quand même dans une certaine esthétique de l'époque? Si on peut comparer justement... Ou quelle est l'esthétique de l'époque aussi? Oui, est-ce qu'il y en a une qui va se démarquer? L'esthétique, elle était... à l'époque, la grande mode, c'était le jazz en fait. Et voilà, d'accord. Donc, c'est ça qui l'a marqué profondément. Il était très très proche du jazz et il l'a toujours été en fait. Même par la suite, il va y revenir d'ailleurs tardivement en rendant des hommages à cette période. Oui, le début de sa carrière, il est sous le sceau de Henry Mancini déjà. C'est son mentor? C'est un peu son mentor. Je parlerai plutôt d'André Prévin comme une forme de mentor, et peut-être surtout aussi Bernard Herrmann, qui était ami avec lui. C'est une des rares personnes, Williams, à ne pas se plaindre de Bernard Herrmann, parce que beaucoup de gens, je ne sais pas si... Il devait être caractériel, non? Oui, il est très, très difficile, mais Williams n'a que des mots sympas pour Herrmann. Je pense qu'il a beaucoup appris à son contact, pas un contact vraiment de travail, mais plus amical. Et Herrmann a toujours eu des conseils très intelligents à donner à Williams, notamment quand Williams a composé sa première symphonie. Herrmann s'est glissé dans la salle de concert pour l'écouter, et à la fin il n'était pas hyper enthousiaste.
Ouais, il lui a fait ses remarques. Ouais, il lui a fait ses aussi, remarques. ouais. Et du coup, Williams a retravaillé l'œuvre, mais maintenant elle est complètement passée dans les oubliettes. Donc, il a essayé, en tout cas Prévin, tu racontes que Prévin a tenu à la faire entendre oui. À l'époque, lorsqu'il était chef d'orchestre du Boston Pops en fait. Boston. Et donc c'est à ce moment-là qu'il a pu réentendre son œuvre, mais il n'était pas forcément satisfait. Non. En fait, il était il est très perfectionniste. Justement, ce rapport de la musique de film et de ce qu'on appelle la musique savante, sa musique, comme tu dis, absolue, c'est à voir aussi pourquoi ce titre, ce terme, cette terminologie de absolu. Ben ça vient de Morricone, ça, du coup. Les deux livres se mélangent, mais c'est vrai que la musique absolue, c'est celle qui est créée en dehors des contraintes de l'image, en fait, qui est créée uniquement pour la salle de concert, et ce qu'on appelle plus simplement la musique classique. La musique pour la salle, pour la salle de concert, on va dire qui se suffit à elle-même et qui est dans une programmation avec une symphonie, etc. Voilà. Et quand on écoute la musique absolue de Williams, on s'aperçoit qu'elle est beaucoup plus difficile d'accès que sa musique de film. Bien sûr. Mais quelque part, elle est beaucoup plus personnelle aussi, c'est-à-dire qu'il met beaucoup de lui-même dedans. Alors que dans un film, il met beaucoup de lui-même aussi, mais il y a beaucoup de contraintes qui jouent. Oui, ça, on va y revenir justement sur sa musique. Donc, par rapport à son influence, donc, il va pas forcément rentrer dans la veine jazz, en tout cas dans cette esthétique-là. Pourquoi Si, oui, au départ, mais il va s'en démarquer quand même, pour suivre son chemin et pour retourner à des anciens compositeurs comme Erich Korngold ou plus antérieur. Pourquoi justement? Parce qu'au départ c'est Johnny Williams, mais ensuite il enlève le nu. C'est bien par hasard. Oui, parce qu'il se démarque du jazz. Il y a toute une transition qui se fait entre le Williams des années 60 et le Williams des années 70 qui commence à se faire connaître. On va en parler pour Un violon sur le toit, qui est son premier Oscar, où il a adapté la musique d'une comédie musicale. Et ensuite, il y a eu cette période des films catastrophes, au début des années 70. Et là, on sent que le son Williams commence à se mettre en place. Il plante des graines comme ça qui vont éclore ensuite avec Les Dents de la Mer, Star Wars, Indiana Jones, Superman. Mais en fait, ce premier début de carrière, il est vraiment caméléon parce qu'il a beaucoup travaillé pour la télévision. Et à la télévision, vous êtes censé composer pour n'importe quel genre, que ce soit des westerns, des thrillers, des comédies musicales. Donc il a écrit des chansons, il a écrit des comédies, il a fait tous les genres de films. Et c'est ce qui était attendu d'un compositeur hollywoodien, c'est de pouvoir s'adapter à toutes les demandes. Donc est-ce qu'on peut dire que, par exemple, dans son œuvre avec George Lucas et puis Steven Spielberg, il est au service aussi du réalisateur. Quand tu dis caméléon, c'est aussi qu'il va épouser l'image et aussi les desiderata esthétiques de l'un ou de l'autre. Oui, en l'occurrence, Lucas, justement, qu'est-ce qu'il voulait pour son œuvre? Lucas, lui, au début, il avait en tête de faire une BO comme 2001, c'est-à-dire de prendre que des extraits de musique classique. Il a vite changé d'avis quand Spielberg lui a parlé de Williams et lui a conseillé de faire appel à ses services. Au début, Lucas, il pensait que Williams c'était juste un pianiste de jazz, mais Spielberg l'a convaincu qu'il pouvait faire autre chose. Et la demande de Lucas, c'était vraiment de se plonger dans les films des années 20-30, donc cet âge d'or hollywoodien, avec les films de KPDP, les films avec Errol Flynn, tout ça, qui était mis en musique par notamment Korngold. Et c'est un style très... À ce propos, justement, moi je voulais, parce qu'on en a parlé, il y avait un extrait bien évidemment qu'on connaît, le début de King's Row, et qui écrit Mes Châtiments, et qui a beaucoup inspiré George Lucas. Alors, ce qu'on ne sait pas, et moi ce que je ne savais pas, c'est que ce n'est pas forcément
comment dire, une volonté première de John Williams, mais de George Lucas, que d'approvisionner sa musique de citations. C'est pas forcément des citations, mais c'est des pastiches d'eux. Ouais. Mais c'est Lucas vraiment qui voulait cet univers-là. Et alors, si le début de King's Row, bon, c'est un peu à froid. Hein, on sent dans la... Et le début de Star Wars, bon, bien évidemment, tout le monde connaît... C'est le côté héroïque, bien évidemment. C'est pour vous montrer, bien évidemment, quand on lit, quand on entend, tout le monde le sait, et même ça, je trouve que certains, même dans le milieu du classique, de la musique classique, reprochent ça à Williams comme si il n'avait pas d'inventivité propre et qu'il se servait des maîtres anciens. Mais il faut le remettre dans un contexte créatif, que cela lui a été quasi imposé. Oui. Et que cette esthétique, c'était pour ce film en particulier, et comme en plus ça a été toute une épopée avec X, donc ça a jalonné des décennies. Donc c'est pour ça que ça lui colle à la peau. Mais Williams, ce n'est pas que ça. Oui, Donc, bien il sûr. faut bien sûr... C'est loin d'être que ça. Oui, bien sûr. Mais le côté héroïque, épique, il le doit justement à cette écriture riche des compositeurs de l'âge d'or hollywoodien des années 30, que ce soit Waxman, Korngold, Steiner et toute cette lignée de compositeurs qui eux-mêmes avaient été les héritiers de compositeurs du 19e allemand, autrichien, de la Mitteleuropa, de Richard Strauss et compagnie. Donc on est vraiment dans cette lignée-là, européenne. Il a aussi emprunté à Wagner la fameuse technique du leitmotiv. Et bien sûr, les Wagner. Le leitmotiv qui va servir donc dans Star Wars à personnifier les personnages, à attacher en fait un thème à chaque personnage et à le faire revenir pour en fait que la mémoire du spectateur soit sollicitée par la musique. Et en fait le leitmotiv c'est intéressant parce que il utilise, je pense, vraiment la première fois d'une façon efficace dans Les Dents de la Mer, et d'une façon optimale parce que c'est vraiment un thème très simple de notes. Mais ce leitmotiv, en fait, il joue à fond dans la peur que les spectateurs ont pu ressentir à l'époque par rapport à cette menace, en fait, comme ça. On ne sait pas d'où elle vient, mais voilà, la musique personnifie la peur, en fait. Et on pourrait même dire que la musique est associée à une émotion plus qu'à une image proprement dite, parce que elle précède l'action. C'est qu'on entend et on anticipe sur l'action qui va se passer devant nos yeux. C'est au moment où on entend la basse
que là on sait qu'il va se passer quelque chose. Donc la musique précède l'action et l'image, Ouais. on peut dire que... et c'est en tout cas ce que tu dis, c'est que l'art de John Williams, c'est aussi de placer la musique. Et ça là, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui peut le faire correctement. C'est savoir où la musique va s'insérer, à quel moment précis. Donc c'est comme un orfèvre qui sait placer telle pierre précieuse, si je puis dire, à tel endroit pour que ça fasse sens. Oui, parce que la musique dans le apporte, montage. La musique, en fait, c'est une sorte de deuxième scénario, quoi. Spielberg qui disait ça, c'est qu'il y a un deuxième scénario qui est posé sur le film par la musique, et en fait, elle a une action qui est directe sur l'inconscient du spectateur, et c'est ça c'est pour ça qu'elle est très puissante et que certains réalisateurs s'en méfient. Parce qu'elle peut effectivement conditionner le spectateur, elle peut complètement changer la teneur d'une scène. Vous prenez une scène par exemple et vous enlevez la musique de Williams et vous verrez que ça n'a plus rien à voir. Faites le test sur un Indiana Jones par Bien exemple. sûr. Ou, mais même sur George Lucas, enfin sur les Star Wars, ouais. Ce que je ne savais pas et j'ai appris, c'est que John Williams a dit ok, mais quand il a vu le film, il a dit ça sera un film pour les ados quoi. Et puis film pour l'été. Enfin, il pensait pas quand même à l'impact que ça allait avoir dans le monde entier. Mais il n'était pas le seul, il n'était pas le seul en plus. Mais c'est pour dire que la musique apporte quoi par rapport à l'image et dans ce supplément d'âme en fait. Oui. Elle apporte un supplément d'âme et en plus elle apporte, parce que Williams a une méthode de composition qui est particulière, c'est qu'il répète en fait la mélodie. D'une part la mélodie est répétée plusieurs fois dans le film, mais en plus dans la mélodie elle-même les notes sont répétées. Et ce qui fait que en fait ça marque beaucoup plus efficacement la mémoire du spectateur, et donc vous sortez du film avec une mélodie ou même avoir plusieurs mélodies en tête, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Et du coup ça laisse un souvenir, non seulement un souvenir filmique, mais un visuel, mais un souvenir sonore aussi. Et sensoriel également, puisque c'est comme une espèce d'art total. Wagner n'est pas loin, mais on est dans le mythe, on est dans les gens, je ne sais pas comment on peut appeler ça, en tout cas, il s'inspire de mythologie et d'écrits également, mais on est complètement imbibé, immergé, c'est une immersion avec une musique qui est partie prenante et qui est presque... Alors, il y a un terme qui est assez intéressant, c'est le wall-to-wall. Est-ce qu'il utilise justement cette Alors, le manière wall-to-wall, en fait, c'est... Dans Star Wars, qui est quand même, la musique est assez présente, mais juste pour à des expliquer moments, brièvement ce que c'est, oui. Le wall-to-wall, en fait, c'est une tendance qu'on voit pas mal aujourd'hui dans les blockbusters américains, c'est qu'il y a tout le temps de la musique. D'accord. Est-ce que c'est le cas c'est pas nouveau, en fait, c'est que déjà dans les années 20-30, c'était déjà le cas. Ensuite, ça s'est calmé. Ouais. Et à la période des années Williams, certains réalisateurs ont encouragé ça, mais c'était quand même moins systématique qu'aujourd'hui. Même si on regarde les 9 films Star Wars, et il y a des musicologues qui ont fait ce calcul-là, la musique prend de plus en plus de place, en fait. Oui. Même si après, dans les derniers, elle est contrecarrée par les effets sonores qui deviennent plus sophistiqués, mais il y a de plus en plus de musique. Alors qu'en fait, Williams, lui, il a toujours dit que le silence avait une importance énorme. Oui, à un moment donné, il le dit, et que le silence fait partie de la musique et des scènes de tension, par exemple, et qu'il n'est pas forcément besoin de rajouter, et que peut-être il a cette humilité de penser aussi que la musique n'est pas nécessaire à cet endroit. C'était pareil pour Morricone, qui disait la même chose, qui ne voulait pas forcément mettre sa musique partout, mais il fallait la mettre au bon endroit, au bon moment. Et je pense que ça, c'est vraiment un truc hyper important à comprendre, et que malheureusement aujourd'hui, quand on voit, je sais pas, par exemple le dernier Dune, il y a de la musique quasiment du début à la fin.
Donc Oui. en fait, c'est une sorte de Il peut tapis y avoir musical saturation. qu'en fait on n'entend plus tellement parce qu'elle est tout le temps là. Et elle a perdu cette singularité qu'elle pouvait avoir. Après, ce qui peut différer de Morricone, c'est que Williams va alimenter ou développer son thème. Morricone, dans certains films, je pense au Magnifique, si je ne m'abuse, le thème, ou le professionnel, le thème, il n'y a que le thème. Et en fait, il va ponctuer le film du thème, Oui. uniquement. Mais il n'y a pas de développement ou de sous-thème, c'est le thème. Alors c'est assez minimaliste. Oui, Williams s'est amusé à le faire une fois d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça, oui. Williams l'a fait une fois ça. pour un film de Robert Altman qui s'appelle Le Privé. D'accord. Et en fait, il y a un seul thème. Mais ce qui est assez marrant, c'est que en fait, le personnage prend l'ascenseur, il y a le thème dans l'ascenseur. Le personnage sonne à une sonnette d'une villa, tac, on entend le thème. Donc en fait, le thème est utilisé tout le temps dans le film, donc ça devient une sorte de running gag. Et quelle différence? Moi j'avais noté, bon bah ça après c'est sur vraiment la manière d'utiliser la musique, le wall-to-wall, mais le Mickey Mousing. Alors le Mickey Mousing, ça c'est quelle différence avec le... C'est hérité en fait du dessin animé. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Et en fait c'est dans les dessins animés, quand le personnage tombe, tac, il y a un tambour, il y a un effet sonore. Quand il saute, tac, il y a un bruit comme ça. Donc en fait, c'est la musique qui singe en fait l'action. Et Williams l'a fait aussi, surtout dans les Indiana Jones et dans les Star Wars. Tout ce qui est film d'action. Ouais, dans les films d'action. C'est quand même... Est-ce que justement tu peux maintenant nous parler, on a vu ses premières œuvres et son premier Oscar, notamment pour l'arrangement d'un violon sur le toit. Et justement, tu nous parlais de ces collaborations atypiques avec Altman et cet arrangement qui lui vaut son premier Oscar. Alors, qu'en est-il de ce travail qu'il a opéré? En fait, c'est une comédie musicale qui a eu beaucoup de succès à Broadway dans les années 60, qui parle du peuple juif et qui doit s'adapter aux changements de mœurs et qui est aussi remis en question, qui doit bouger. Et donc il a été approché pour mettre en musique pour un film hollywoodien, un grand spectacle, ce spectacle de Broadway, et donc il a refait des arrangements, il a aussi composé quelques morceaux, oui, et notamment le cadenza. Voilà, il va nous faire un petit extrait. Oui, alors, en fait, donc dans le film, c'est Isaac Stern, donc qui en est le violoniste, et Williams vraiment épouse les manières, l'identité, l'esthétisme, l'esthétique juive et les effets violonistiques.
bien sûr, et puis après, bien sûr, il y a l'autre thème qui est un peu plus rapide. Et donc il utilise bien évidemment la seconde augmentée. Voilà, donc qui représente vraiment l'âme juive et la manière d'écrire de la gamme qu'utilise voilà, la musique juive. Ça me permet d'enchaîner justement avec la porosité des styles en fait chez Williams. Parce qu'en fait, il a été dans sa carrière confronté à différentes formes musicales dans le monde, et on s'aperçoit qu'entre son style à lui et ses styles musicaux, l'osmose s'est plus ou moins bien passée. Après, bon, c'est mon avis, hein, on pourrait avoir un avis différent. Oui. Mais sur Amistad, par exemple, c'est la musique africaine. Ouais. Et je trouve que bon, c'est vraiment Williams et la musique africaine, mais c'est pas les deux, ça se mélange pas trop. Ouais. Pour Mémoire d'une geisha, ça fonctionne un petit peu mieux. Alors moi je l'ai la mémoire d'une geisha. Et là je trouve là où ça marche très, moi, très bien. Moi je trouve que c'est magnifique. C'est pour Schindler et un violon sur le toit, là, ça marche très bien. Ouais, mais Mémoire d'une geisha, bon c'est comme ça. Du style, de son style. Ouais. Mais en même temps avec une forte tendance japonaise. Complètement, au début. Ouais. Mais lorsqu'il est lyrique, on reconnaît sa patte, je trouve, c'est la tension des octaves, des septièmes augmentés. Donc, et ensuite, il fait pas. Non, il fait. Et des appoggiatures. Beaucoup d'appoggiatures et de comme. Des cartes augmentées. Voilà, il y a tout ce travail de tension à l'intérieur d'une mélodie et qui donne vraiment sa richesse. Donc et donc dans cet antibé, c'est différent
Et on est toujours dans un côté très exotique et très évocateur, très poétique. C'est des musiques pour moi qui symbolisent bien son style et puis toute cette richesse harmonique. Et je trouve que... Alors après, on peut toujours comparer les compositeurs entre eux, bien évidemment. Mais si on devait, et c'est mon mari qui disait ça parce qu'il est pianiste et il me faisait la réflexion, lorsqu'on veut réduire au piano une partition de Williams, il n'y a aucun souci, on fait, c'est parce qu'il y a une richesse harmonique. Morricone, lui, va utiliser des effets, c'est différent, ça peut tomber à plat parce qu'il n'y a pas un orchestre avec tel instrument qui va donner une résonance particulière, tandis que c'est une musique beaucoup plus classique dans sa conception, mais très riche sur le plan harmonique. Donc, je voulais faire une petite parenthèse sur 7 ans au Tibet, parce qu'en fait c'est un des rares cas où il a travaillé avec un réalisateur qui n'était pas américain, oui. En l'occurrence Jean Lacano. Et comment ça s'est passé justement avec le français? En fait, j'ai pas trouvé d'interview où il parle de la musique. Donc je pense que ça s'est fait d'une façon classique à distance. Oui. Voilà. Il n'y a pas eu beaucoup d'échanges, je crois, entre eux. Mais Hano était très content de ce que Williams a fait. Oui. Et c'est assez dommage d'ailleurs, justement, qu'il n'y ait pas d'autres réalisateurs européens ou en dehors des États-Unis qui aient travaillé avec lui. Aurait-il voulu? Est-ce qu'il en a eu je pense, ouais. l'envie, ou peut-être a-t-il émis des idées Faudrait lui poser la pour question. Travailler avec des... parce que bon, on sait que certains Français sont allés aux États-Unis pour travailler, Georges Delerue, Maurice Jarre, mais une star comme ça américaine, venir travailler pour le cinéma français en l'occurrence, puisque ça se passe ici, mais ça aurait pu être ça dommage, mais j'ai pas d'explication. Pour la nouvelle vague, je sais pas. J'ai pas vraiment d'explication à donner. 60, ouais. Je pense qu'avec notamment le cinéma d'Almodovar, ça aurait fait. Mais je pense qu'il avait déjà fort à faire avec Spielberg. Alors justement, Spielberg, quelle est sa relation quelle a été la relation avec Steven? Ça va être difficile de résumer comme ça 29 films en quelques minutes. Et il faut lire le livre. Voilà. C'est ça. Voilà. Mais en fait, il y a eu un phénomène de maturation en commun. En fait. Oui. En fait, ce qui est important de savoir sur Spielberg et Williams, c'est qu'ils ont vraiment cliqué, se sont rencontrés au début des années 70. C'est une sorte de coup de foudre. Ça a matché, comme on dit. Ça a matché direct. Et ils ont les mêmes goûts, ils ont les mêmes centres d'intérêt. Ils sont tous les deux passionnés par l'histoire. Et voilà, donc en fait,
Spielberg a toujours été ravi de ce que proposait Williams et, inversement, Williams avait toujours la place de mettre sa musique où il voulait et la place de s'exprimer surtout. Et c'est pour ça que leur collaboration est une des plus grandes de l'histoire du cinéma. En fait. Et justement, peut-être parce que Spielberg a laissé une certaine liberté à Williams. Parce que c'est vrai, ça a beaucoup à voir aussi avec la personnalité, le caractère d'un réalisateur, la place de la musique, la place que le réalisateur va octroyer aussi au compositeur. Et justement, Spielberg a peut-être cette faculté de laisser la liberté. Oui, parce que c'est un musicien frustré en fait, Spielberg. Oui. Il aurait aimé être compositeur s'il n'avait pas été réalisateur. Ouais. Et quand il était jeune, il avait une collection de vinyles de musique de film qui était énorme. Ouais. Et c'est comme ça qu'ils ont matché au début. Parce que Spielberg était fan déjà de certaines BO de Williams, donc il rêvait déjà de travailler avec lui. Et ensuite, le succès aidant, ils ont vraiment développé un langage en commun. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est que c'est une forme de fusion entre la musique et l'image. En fait. Et il y a plein de passages des films de Spielberg où il n'y a pas besoin de dialogue, quoi. Pas besoin de dialogue, c'est juste la musique et l'image qui expriment et on comprend tout ce qui se passe. En fait, il n'y a pas besoin d'expliquer. Et je pense notamment à E.T. où il y a pas mal de séquences rythmées par la musique. Et Spielberg est même allé jusqu'à modifier, parce qu'en général, comment ça se passe, c'est que le musicien, enfin le compositeur, s'adapte au montage image. Mais là, pour la séquence de la poursuite en vélo dans E.T., Williams n'y arrivait pas, c'était trop compliqué pour faire la synchronisation. Du coup, Spielberg lui a dit vas-y, fais la musique que tu veux, et moi j'adapterai mon montage à ta musique. Ouais. Et ça, c'est vraiment une preuve de confiance déjà, et une preuve d'amour en fait entre deux artistes. Quoi. Oui, bien évidemment. Et justement, Spielberg connaît la musique, comme tu disais. Il a une médiathèque chez lui, enfin comment on dit, sonothèque, je sais pas comment. Enfin, discothèque, voilà, c'est ça. Une discothèque assez incroyable. Donc il connaît, il a cette. Parce qu'il y a quand même des compositeurs qui connaissent pas grand-chose à la musique. Mais lui, c'est vraiment un érudit de ça, des BO. Et en quoi justement, par rapport à l'esthétique, alors. Moi j'ai une citation que j'ai beaucoup aimée parce qu'il y a eu des hommages bien évidemment faits à Williams, notamment à l'American Film Institute en 2016. Mais comment fait-il? Nous ne le saurons jamais, mais après tous ces films ensemble sur 43 ans, je peux expliquer ce qu'il fait. Une fois le film terminé, il le regarde et nous décidons pendant la post-spotting session où ira la musique. Donc c'est ça, c'est où doit se placer la musique et c'est ça qui est primordial, c'est pas faire de faux pas. De grands compositeurs comme John savent que la force de la musique tient aussi à son absence, on en parlait tout à l'heure justement. Et c'est la première étape. Puis il rentre chez lui avec un papier et un crayon. Il s'installe devant son Steinway centenaire et commence à composer. Donc déjà, on voit qu'il est vraiment dans la veine des anciens. C'est la old school avec le papier et le crayon. Certaines de ces orchestrations sont aussi complexes que celles de Debussy. C'est ce que je disais, donc par rapport à la richesse harmonique, et aussi accomplie que celle de Stravinsky. Enfin, il donne ce gigantesque puzzle mathématique à un orchestre de presque 100 personnes. Et c'est durant ce mariage arrangé entre l'image et la musique que le public tombe amoureux de ces films. Donc, il y a comme une espèce de... Tu parlais de coup de foudre entre le réalisateur et le compositeur, mais il y a aussi ce coup de foudre que nous ressentons à l'écoute. Mais peut-être parce qu'il y a eu ce premier coup de foudre aussi esthétique entre le réalisateur et le compositeur. Et je dis, sans John Williams, les vélos ne volent pas vraiment, ni les ballets pendant les matchs de Quidditch. Ni les hommes avec des capes rouges. Les dinosaures ne parcourent pas la Terre.
Nous ne nous émerveillons pas, nous ne pleurons pas, nous ne croyons pas. John, tu donnes de la crédibilité à tous les films que nous avons faits. Tu prends nos films, la plupart construits sur nos rêves les plus impossibles, et grâce à ton génie musical, tu leur donnes une réalité et les rends éternels pour des milliards de personnes. C'est un honneur pour moi d'être présent ce soir, pour te présenter à toi, l'ami de toute ma vie, mon collègue. Mes félicitations. Moi, j'ai lu ça, on peut en être qu'ému. Oui, je trouve que c'est le plus bel hommage qu'un réalisateur peut faire à son compositeur. Ça me fait penser à un autre hommage que lui rend aussi Lucas à propos du premier Star Wars. Ouais. En fait, il lui dit à un moment que Williams a sauvé le film en fait. Ouais. Parce que, et c'est ça, oui, parce que, en fait, on en parlait tout à l'heure. À la fin du tournage, le premier montage sans musique, les gens disaient que c'était nul. Ouais. Voilà, ça laissait voilà, c'est que même John Williams n'y croyait pas, il pensait que ça allait être un film de l'été pour les ados, quoi. Mais en fait, ça a été beaucoup plus. Donc sa musique a vraiment sublimé. été déterminante en Oui. fait pour le succès du film. Oui. Et c'est ce que tu disais en lisant cet extrait, c'est qu'en fait il a touché quelque chose dans le cœur du public en fait à ce moment-là, et le public est tombé amoureux de ces personnages et de ces mondes bizarres, mais en grande partie grâce à la musique, parce que la musique en fait ça vous prend directement au trip, quoi, au cœur. Bien sûr. Et justement, il y a une musique qui prend vraiment au trip et au cœur, et c'est peut-être le film le plus sérieux de Spielberg, c'est La liste de Schindler. Et là, qu'est-ce que tu peux nous dire justement de son écriture dans ce film? En fait, quand il a vu le film la première fois, Williams, ils étaient isolés à la campagne. Il est sorti et il est parti marcher une demi-heure parce qu'il pleurait, il ne pouvait pas retenir ses larmes. Et quand il est revenu, il a dit à Spielberg: je ne peux pas mettre en musique ce film parce qu'il y a d'autres compositeurs qui pourraient le faire mieux que moi. Et Spielberg lui a répondu: oui, mais ils sont tous morts. Oui, c'est ça. Et du coup, il s'est attelé à la tâche, mais le but, c'était pas de faire une musique évidemment à la Star Wars, à la Superman, de faire une musique beaucoup plus retenue, mais tout en essayant de puiser en fait dans l'âme juive. Et c'est pour ça qu'il a fait appel à un violoniste hyper connu, Itzhak Perlman, pour faire et il a fait donc une BO qui reste pour moi une des plus belles, même si c'est pas une de celles à laquelle on pense comme ça le plus quand on cite Williams. Oui, parce qu'elle n'est pas forcément extravertie, le côté extraverti et épique, héroïque que l'on connaît des BO, des BO de Williams, c'est sûr. Donc justement, elle se démarque en cela de... alors, quand même, dans Memoir of Geisha, elle est quand même assez en retenue, on sent quand même des petites influences, dans l'écriture, des petites choses. Vraiment, je trouve. Alors voici le thème avec sa fameuse quinte. La quinte de Williams que l'on retrouve. La quinte juste. La quinte juste.
départ, il avait composé qu'un seul thème pour le film. Il ne voulait pas en faire beaucoup, il pensait que c'était suffisant et il s'en est aperçu ensuite qu'il en fallait un deuxième. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres films qu'il a pu mettre en musique, c'est beaucoup plus monothématique en fait. Il n'y a pas une explosion de thèmes différents. Et ce thème-là est, je trouve, un des plus beaux. Il est repris au violon, il est repris au piano, il est repris à la guitare tout le long du film, même à la fin, dans le générique de fin. Il y a Remembrances, il y a Jewish Town aussi, bien sûr, qui font partie de tout ce corpus, enfin de ce triptyque qui a été réduit au violon et au piano. Donc voici, c'est chez Aleona. Et justement cette simplicité, cette pureté pour symboliser le drame de l'Holocauste, donc c'est quand même quelque chose qui tenait évidemment à cœur à Spielberg, que d'avoir cette épure pour symboliser aussi ce qui a été le drame de sa famille, aussi, que sa famille a connu, et tout ce qui va ensuite présager de sa fondation pour la mémoire de l'Holocauste et puis de la Shoah. C'est un projet qu'il avait depuis très longtemps, Spielberg. Avec sa fondation. Il se sentait pas à même de le faire pendant longtemps, et c'est qu'en 92 qu'il a commencé à réaliser que c'était le bon moment pour le faire, justement en partie parce que les témoins de cette époque-là commençaient à disparaître Au fur et à mesure. Et dans la foulée du film, donc, il a fait cette fondation dont tu parles, qui a permis de recueillir les témoignages des survivants de la Shoah, et c'était vraiment très important pour lui qu'il y ait cette dimension de mémoire, de transmission en fait, de la mémoire. Pérennité de la mémoire. Et c'est son père aussi qui a beaucoup œuvré aussi, Spielberg, qui s'en est occupé. Alors moi j'avais aussi bien sûr des questions sur son œuvre, l'autre œuvre parallèle. Et quand on pense à un compositeur, on se dit il a une esthétique, il a une trajectoire bien définie, il écrit d'une certaine manière. Lui, tu disais caméléon, mais j'aurais l'impression qu'il y a une bipolarité peut-être de style entre l'œuvre pour le cinéma et son œuvre pour le concert. Alors comment se situe-t-il entre ces deux styles? Est-ce qu'il est... parce que c'est quand même quand je dis bipolaire, oui, parce que c'est vraiment aux antipodes. Quoique, il y a quand même de l'atonalisme, un atonalisme romantique, comme tu dis, dans sa musique de film. Mais bon, c'est sûr que c'est pour un large public, que voilà, c'est quand même fait pour être audible par un large public et ne pas forcément décentrer l'attention de l'auditeur sur le film. Qu'en est-il justement de cette œuvre ? En fait, ce qui est assez ironique, c'est que dans certains entretiens, Williams a dit que sa musique de film n'était pas faite pour être écoutée en dehors du film. Or, quand on voit le succès de ses musiques, il en a fait des suites, pourtant. Oui, il en a fait des suites, mais en fait, il y a un décalage entre ce qu'il dit et la réalité après. Mais pour lui, effectivement, c'est peut-être moins marqué que chez Morricone, mais les deux ont été aussi importants à ses yeux. Et vraiment, le lien qui s'est fait entre les deux, c'est quand il a été directeur du Boston Pops de 80 à 94. Et en fait, c'est un orchestre américain où chaque année, en fait, il y a des sessions de concerts. Certains sont en public, d'autres sont diffusés à la télévision, etc. Et pendant ces 14 années-là, il a pu faire jouer d'une part tous les morceaux classiques que lui aimait et qui ont été importants dans son parcours, mais aussi de la musique de film. Et la musique de concert. Oui, et de la musique de concert, oui. Et du coup, ça a permis quelque part de légitimer un petit peu la musique de film et de lui donner comme ça la chance d'être joué en public. Oui. Et ce qui n'était pas forcément très bien vu au début. Oui. Mais grâce à en fait cette influence-là et d'autres compositeurs, ça a permis de faire rentrer entre guillemets la musique de film dans
dans la salle de concert. Oui, Et, mais en parallèle, lui, il a continué à composer ses propres œuvres. Il a écrit beaucoup de concertos. oui. Il a quasiment consacré un concerto à chaque instrument. Soliste de l'orchestre. Même pour la harpe, il a fait un concerto Oui. pour harpe. Il a dit que c'était le plus dur qu'il ait fait parce que c'est pas évident d'écrire Carrément, tout un c'est concerto sûr, pour c'est un seul sûr. instrument. Mais justement, à Boston, il y a le Boston Pops Orchestra et il y a le Boston Symphony Orchestra. Et est-ce que ça a été une passerelle? C'est-à-dire que le Boston Pops, paf, il passe par des écoutes et une programmation John Williams au Boston Symphony. Oui, Est-ce que en ça a fait, été une passerelle pour lui oui, ça a pour été une passerelle. accéder aussi à l'entité Boston Symphony Clairement, en fait, Orchestra? maintenant c'est devenu le compositeur phare de la musique américaine et il est joué par tous les grands orchestres américains, et même dans le monde, à Vienne, à Berlin. Mais qu'est-ce qui est joué justement dans ces grands orchestres? En fait, C'est suite pour orchestre de musique de film ou c'est musique de concert? Les deux. Les deux quand Les même. deux, ouais. Et justement, Mais plus la musique de film. Et ouais, quand même. Ouais. Et en est-il frustré? Enfin, est-ce qu'il y a des écrits qui parlent de ça, de cette... Parce qu'on sait que Morricone a C'était été le cas pour frustré de ne pas être reconnu, qu'il n'y ait pas cette reconnaissance de ses pairs, du public. Enfin, ça, je ne sais pas, parce que les pairs et le public, c'est des fois différent. Qu'en est-il justement de Williams par rapport à ça? J'ai pas vu de déclaration de sa part dans ce sens-là. J'ai l'impression qu'il a vraiment été comblé Oui. sur les deux plans en fait, pour le cinéma et la salle de concert. Et il y a eu une période quand même en 2005 où il a commencé à se retirer du cinéma. Il a commencé à refuser pas mal de choses. Il a continué à travailler que sur Star Wars et sur les films de Spielberg. Ça veut dire qu'en fait, pour lui, le cinéma, ça a commencé, il l'a jamais dit ouvertement, mais on sent que ça a commencé à devenir trop contraignant et qu'il avait une liberté qui était vraiment précieuse pour la salle de concert parce qu'il écrivait sa propre musique. Et du coup, il a fini par se détourner du cinéma. Et là, la prochaine œuvre sur laquelle il travaille, c'est une œuvre pour la salle de concert. Donc, c'est pas une musique de film. Alors quand tu dis sa propre musique, moi je me dis mais qu'est-ce que c'est alors la musique de film qu'il a fait jusqu'ici? Parce que si elle n'est pas propre, moi je la considère comme faisant partie intégrante de l'ADN Williams. Oui. Et c'est pour ça que comment arrive-t-il à jongler entre alors bien sûr sa propre musique, nonobstant l'image, etc. Enfin une musique vraiment absolue comme tu le dis, qui n'est pas pratique c'est en contraste avec la musique pratique pour la salle de cinéma, mais c'est sa musique propre, elle fait partie de... il l'a écrite, c'est lui-même, enfin, c'est intrinsèque. Bien sûr, il s'est inspiré, etc. Ça on sait l'héritage, etc. Mais ça c'était des commandes. Mais après, vu que Spielberg, lui, n'avait pas forcément de desiderata, donc il se disait, bah, c'est toi, tu as carte blanche, donc c'est sa propre musique, c'est sa propre veine. C'est sa propre musique, mais il y a toute une série de contraintes en fait qui sont un peu difficiles à supporter pour les compositeurs. Mais plus par rapport à la forme, mais le fond. Il faut que la musique cale à certains moments du film. Ouais. Parfois, on écrit toute une musique qui est même pas gardée. Ensuite, il faut qu'il y ait des points de synchronisation, il faut respecter. Bien sûr. Il y a des producteurs qui arrivent et qui disent non, ce que tu as fait, c'est pas bien, je veux autre chose, etc. Bon, lui, il a eu la chance quand même de ne pas s'être vu refuser ses scores, ce qui n'est pas le cas de tous les compositeurs, mais n'empêche que ça fait beaucoup de contraintes, même si il adore ce qu'il a fait pour le cinéma, hein. Mais par exemple, il y a eu certains moments dans sa carrière où il a découvert par exemple un recueil de photos, et ça lui a donné envie d'écrire de la musique pour ce recueil, où il a rencontré par exemple une ambassadrice du Japon, je crois. Il a eu envie de lui dédier un morceau. En fait, tout est... Et il a mis en musique aussi plein d'événements américains. Sportifs, investitures, culturels, les Jeux Olympiques, pour Obama, etc. Mais là, c'est sa propre musique quand même. Mais il faut quand même qu'elle soit audible. Tout est prétexte pour lui à composer tous les jours, en fait. Bien sûr. Que ça soit pour quelqu'un d'autre ou pour lui, je
je pense pas qu'il fasse une grosse différence. Mais quand même, dans la forme, dans le propos, il y a quand Après, même de quand monde. on écoute sa Il y a musique quand même de de monde. Moi, j'ai sa musique de réécouté concert et hier puis, le concerto numéro 1 pour violon par Gilles Chaham. ouais. Oui, ou celui d'Anne-Sophie Mutter. C'est Enfin, plus ardu. c'est quand même plus ardu. Enfin, il ne faut pas se leurrer. Enfin, c'est quand même deux mondes, deux écritures complètement différentes. Et je me dis, mais ça provient du même compositeur. Donc, en cela, il est vraiment caméléon, mais en même temps, on se perd, on se dit, mais ça pourrait. Enfin, moi, je le reconnais plus dans les musiques de film. Parce que, oui, ça se rapproche peut-être de certains compositeurs aussi contemporains. On ne fait pas une. Voilà, même si je pense qu'il y a vraiment un style williamsien dans ses concertos, dans sa musique de concert. Mais c'est tellement aux antipodes et en même temps, c'est le même bonhomme. Donc, c'est ça. On est plus proche d'Aaron Copland quand on écoute la musique de concert de Williams que de Holst, ou même Korngold, Penderecki, ou même de ceci. ouais. Hein, des Ouais. fois, il y va. Il y va bien dans la tonale aussi. Oui, bien sûr. Oui. Et justement, par rapport à... Bon, on a beaucoup parlé de Williams, on va finir là-dessus, mais c'est... bon, il est né en 1932, c'est peut-être le dernier dinosaure, c'est le cas de le dire, le dernier dinosaure des compositeurs encore en vie, qui ont jalonné le 20e et un bout du 21e. Qu'en est-il de la nouvelle génération? Comment il perçoit les nouveaux qui arrivent, cette esthétique où quand même la mélodie a pâti un peu aussi de la technologie, l'arrivée de l'IA, tout ça. Comment lui qui écrit avec un papier et un crayon. Donc on se dit, il est tellement aux antipodes de la manière d'écrire d'aujourd'hui, avec les ordinateurs, les logiciels, les assistants tout autour, des gens qui n'ont pas forcément aussi, des compositeurs qui n'ont pas forcément cette structure mentale et cette connaissance savante de la musique, mais en même temps qui ont des bonnes idées. Donc c'est là aussi que c'est un schisme, non, ou pas, peut-être pas. En même temps, ça peut être dans une continuité. Mais... Là encore, il faudrait lui poser directement la question. Ouais. Mais c'est vrai que... comment tu le perçois par rapport à ça? Il est considéré comme... l'avenir. Comme dirait mon fils, comme le GOAT, quoi. C'est vraiment comme Anthony Hopkins chez les acteurs, quoi. C'est la référence ultime. Oui. Et il apprécie cette considération. Oui. Mais je ne sais pas ce qu'il pense de la musique de film actuelle. Je pense qu'il doit se sentir en décalage parce que le dernier Indiana Jones n'a pas fonctionné en salle. La musique qu'il a faite dedans, elle est bien, mais elle n'est peut-être pas aussi marquante que celle qu'il avait faite pour les 3 premiers. Oui, mais là, on ne peut pas forcément mettre tout sur le... Voilà, c'est pas forcément... bien, enfin, après c'est tout un ensemble. Oui, là pour le coup, choses, Spielberg, c'est après la manière dont il a conçu tout ça, avec un Harrison Ford quand même un peu vieillissant. Oui. Après, dire, moi je trouve le film incroyable. C'est pas Spielberg, hein, le dernier. Ah non, c'est pas James Spielberg. Mangold. Ah oui, qui l'a réalisé. oui, tout à fait. Oui, autant pour moi. Mais il l'a produit. Mais, oui, donc il a eu une. Mais pour moi, le chant du cygne, vraiment le dernier, on va dire, feu d'artifice de cette collaboration, j'espère qu'il y en aura d'autres, c'est The Fabelmans, où il a fait vraiment un score vraiment très très concentré, très resserré. C'est minimaliste. Très minimaliste. Ouais. Bon, là encore, il y a des morceaux classiques dans la BO, donc c'est pas que sa musique à lui. Mais moi, j'ai vraiment écouté ça en me disant, voilà, il a réussi à synthétiser toute sa carrière dans ces quelques morceaux-là, et ça m'a vraiment fait plaisir d'écouter ça. Mais c'est peut-être l'essence, le substrat de sa musique, et peut-être qu'avec l'âge, il sort de l'épique pour revenir à quelque chose de plus resserré, de plus intime. En tout cas, l'œuvre aussi revêt, est empreinte d'intimité. C'est l'intimité du personnage aussi qui est présente tout au long du film. Après, la musique de film symphonique, elle continue aujourd'hui. Il y a pas mal de représentants qui ont repris le flambeau après Williams. On peut citer Michael Giacchino,
Danny Elfman, voilà, des noms comme ça. En France Oui. aussi, Alexandre Desplat. Et c'est pas une tradition qui se perd. C'est juste qu'aujourd'hui, elle n'est pas à la mode. Aujourd'hui, la mode, c'est une espèce de sound design qui enveloppe le spectateur, qui le prend au trip et qui le fait s'écrouler sur son siège. Oui. Mais je pense que c'est vraiment une mode et que ça va changer. Et qu'au bout d'un moment, les spectateurs se lassent des recettes. Et je pense qu'à un moment, on va revenir à une formule plus classique en fait, de la musique symphonique. Oui, parce que c'est pas toutes les musiques qui peuvent se prêter à des suites pour être jouées lors des concerts symphoniques. Et Williams est vraiment le compositeur qui est, même avec justement les autres compositeurs qu'on a cités du Golden Age, qui sont vraiment dans cette esthétique-là. Donc, Bon, maintenant, c'est à moi de te poser quelques questions. oui, quelques questions. Avant que tu nous fasses peut-être un morceau inédit, justement, qui n'a pas pu être mis sur tes 2 albums. Toi, qu'est-ce qui te passionne chez Williams? Qu'est-ce qui t'a donné envie de retranscrire sa musique dans ces disques-là? Alors au tout départ, l'historique c'est que j'étais tombée sur une anthologie de Jewish Melodies, de mélodies juives, chez Carl Fischer. Et je voulais faire un disque, je voulais faire quelque chose, en tout cas, voilà. Et j'avais monté tout un répertoire autour de Ernest Bloch, Joseph Akron, des compositeurs qui ont puisé dans leurs racines juives, et Max Bruch, même s'il n'était pas juif, mais qui a fait un très beau Kol Nidrei. Et donc à la fin, j'avais enregistré le triptyque de la liste de Schindler. Parce que pour moi, c'était il y avait un fil conducteur. Le fil rouge, c'était ça. En fait, ça faisait partie vraiment de cet univers-là pour moi. Et donc, quelques années après, Mémoire et cinéma a vu le jour. Et là, j'ai enregistré donc, un violon sur le toit, dans l'arrangement donc, de John Williams, musique de Jerry Bock, mais c'est quand même l'arrangement. Et puis, la liste de Schindler que j'ai réenregistrée pour l'occasion. Et puis, je sais plus, qu'est-ce que j'ai fait non, là je pense que c'était tout. Et donc en fait, pour moi, c'est une question, c'est de l'ordre du sentiment. Ça, c'est quelque chose qui te touche. Moi, ça me touche, sa musique me touche. Peut-être aussi cette tension dont je parlais tout à l'heure et que j'ai vraiment notée dans Mémoire of Geisha. Et dans 7 ans au Tibet. Alors Mémoire of Geisha, c'est un violon dans l'histoire, et là c'est vraiment le thème de la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est un des passages du roman, enfin du film, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc je trouve que c'est un mélodiste incroyable, et qu'il a su écrire pour les cordes aussi. Il faut le dire, il n'y a pas forcément tous les compositeurs qui savent écrire, qui savent jauger des qualités aussi et des tessitures différentes, des modes de jeu du violon. Donc il connaît tout ça, vraisemblablement qu'il s'est fait, je pense aussi, qu'il a travaillé à deux mains, si je puis dire, enfin à 4 oreilles. Avec Isaac Stern, ou Stern a dû sûrement, enfin ça serait intéressant de savoir, parce qu'il a dû sûrement lui donner, ouais mais là tu peux faire comme ci, là c'est comme ça qu'on fait en général, des petites traditions comme ça. Et je pense qu'il est très à l'écoute, et ça ne m'étonnerait pas qu'il ait puisé, bien sûr, et qu'il ait été à l'écoute des violonistes. Je suis persuadée que Mutter a dû lui dire, là on pourrait faire comme ci, comme ça. Le côté un peu atonal qu'aime Anne-Sophie Mutter, il a dû l'enrichir aussi pour elle, parce qu'on sait son attachement à Prévin aussi, hein, Prévin Mutter, qui a écrit un concerto pour elle. Mariée, en fait. Voilà, donc tout ça, ça joue. Donc c'est cette richesse harmonique, cette richesse des mélodies,
qui fait de lui un être unique, et un compositeur unique, en tout cas qui fait résonance, voilà, qui apporte vraiment un plus. Des projets pour la suite? Alors justement, c'est pas un hasard, et c'est justement en ayant connaissance, et puis lorsque tu m'as invité à plus me pencher sur l'œuvre de Williams, que j'ai vu peut-être qu'il y avait un fil rouge aussi, et puis une harmonie, puisque je travaille sur le Golden Age et des pièces issues des BO de Franz Waxman, Max Steiner, Ernest Gold, qui on peut, même Prévin, une de Prévin, Miklos Rocha, Erwin Berlin. Voilà, donc c'est tous ces compositeurs qui sont, dont Williams est l'héritier aussi. Et donc c'est la passation de pouvoir aussi musicale. Et donc c'est sur des arrangements inédits que je fais avec Michael Child. Et donc on y travaille. Là on est vraiment sur l'écriture. Super, on a hâte d'écouter ça. Merci, et puis on va peut-être finir par un dernier petit morceau de je sais Indiana pas. Jones. Ah, Indiana Jones. Alors on a eu, c'est qu'il y a eu beaucoup d'attentes, parce que vous savez bien, dans ce genre de discographie, quand c'est ensuite commercialisé, il faut les demandes d'autorisation aux ayants droit, et malheureusement on n'a pas eu de réponse, mais pas du tout en 1 an et demi. Alors bon, on a laissé, on a lâché l'affaire, comme on dit. Bon, c'est pas. Donc c'est un extrait du 3e. Hein, donc on n'a pas pu mettre cet Antibes, c'est fort dommage. On n'a pas pu mettre Scherzo of Motorcycle and Orchestra, donc voici le début. C'est pas facile. Mais on la joue jamais, c'est dommage, parce que on la programme pas dans les concerts, donc là je l'ai enregistrée en 2020, je vous la redonne aujourd'hui, mais c'est une pièce incroyable, et puis même en tout cas de concert. Moi je trouve qu'au violon ça s'y prête, violon piano ça s'y prête très bien, parce que c'est oui, bon, je vais dire par rapport à des références qu'on peut faire, ça ressemble à certaines pièces pour violon de Prokofiev, des choses un peu assez agressives comme ça, mais et on sent bien justement le côté atonal. Hein, on sent bien voilà. Cette écriture, il l'intègre dans une pièce assez virevoltante et très exubérante. Bon, en tout cas, on va peut-être laisser la parole au public s'il y a des questions. Alors sur ce morceau, il paraît, mais je ne sais pas si c'est vrai, puis moi j'ai ce bouquin, mais j'ai pas la même couverture, parce que je l'ai commandé. Ah oui, non, il y a 2 couvertures. D'accord. Et j'ai pas encore lu le passage, mais il paraît que en fait, il a voulu faire le bruit des motocyclettes avec des violons, en fait. C'était un peu la commande. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ah ouais. Ah non, ça je sais. Voilà, ça c'est l'anecdote. Et ouais. puis vous avez beaucoup parlé des morceaux de John Williams, cinéma et puis concert. Et puis moi je trouve qu'il y a, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un moment en fait où John Williams se lâche, c'est sur les génériques de fin, où là on n'est plus dans l'image, et il a le champ libre pour faire le morceau à la sauce qu'il veut, mais qui reprend les thèmes du film. Et je trouve qu'il y a des passages, notamment
le générique de fin de Indiana Jones, celui de 84 qui s'appelait Le Temple Maudit, où si vous écoutez bien, il s'amuse à faire le thème des éléphants et le thème d'Indiana Jones croisés Ah oui, en la canon, juxtaposition. en Ouais. juxtaposition. Ça, je Et pense ça, qu'il aime bien on ça. l'entend pas dans le film. Ouais. On l'entend ouais. que au générique. C'est une tradition chez Williams Oui, de faire de des suites juxtaposer. exprès pour le générique Voilà. de fin. En fait. Ouais. Et je pense que c'est vraiment le moment où il s'éclate. Et quand vous allez en ciné-concert et que vous restez jusqu'à la fin parce qu'il y a le générique, là c'est vraiment c'est extraordinaire. Si vous oui. n'avez plus l'image. Oui, mais c'est intéressant ça parce qu'on n'y pense pas, mais le générique de fin, ça laisse la part belle Ouais, exactement. au compositeur et justement il n'est plus, il n'est plus dans un carcan que lui impose Exactement. l'image, etc. L'image, ouais. Donc là on pourrait se dire, justement il s'éclate. Et Et J'ai une dernière c'est son moment. anecdote, c'est la menace fantôme. Alors il paraît aussi, je sais pas, que là pour le coup c'est le contraire de ce que vous disiez, c'est-à-dire que Lucas n'arrivait pas à faire coller, enfin il avait la composition de Williams et il voulait trois batailles en même temps, donc c'était il y a 25 ans, et donc il a saucissonné un peu la musique de Williams. Il paraît que Williams était un peu contrarié, je sais pas si c'est vrai, mais c'est passé, et à la fin le générique, du coup on entend le thème tel que Williams voulait le présenter. Je sais pas si c'est vrai ou si vous confirmez. Oui, en fait, ça a été assez compliqué pour Williams de gérer la prélogie et la postlogie. Oui. Il a eu pas mal de soucis à tel point qu'il a été obligé à un moment de faire ce qu'on appelle des réservoirs de musique. C'est-à-dire qu'il disait au réalisateur, voilà, je te donne tous ces thèmes-là et tu les mets où tu veux, parce que ça devient trop compliqué en fait de faire coïncider, parce qu'avec le numérique, en fait, c'est ça qui est important à dire, c'est qu'avec le montage numérique, le montage se faisait jusqu'à la fin, genre une semaine avant la sortie, donc pour le compositeur c'est devenu vraiment ingérable, mais n'empêche que cette saga elle a compté pour Williams. On parlait de générique de fin, et si vous écoutez le dernier générique de fin de l'épisode 9, c'est hyper émouvant parce qu'il reprend un peu tous les thèmes principaux de la saga, les uns après les autres, et c'est vraiment, moi j'avais les larmes aux yeux quand on sent que c'est fini en fait, qu'il n'y aura plus de... La boucle est bouclée. C'est très émouvant. Oui, donc Et pourtant sur il parachète. c'est la revanche du 3 de la Disney, l'ascension des Skywalker. Non, dans le 3 la revanche. La revanche des Sith. Oui, voilà, la revanche des Sith, merci. Qui est peut-être un des avec le plus d'effets spéciaux à l'époque, après la guerre des clones, tout ça est vachement bien. Tout le score est monstrueux. Enfin, je pense que c'est un des plus riches de Star Wars, je trouve. Et là, il a tout bien ficelé. Oui, mais ils sont pas, d'ailleurs, ils sont pas sortis dans la version complète. La scène d'ouverture, toute la bataille, ça s'arrête pas du début à la fin. Oui, moi j'adore aussi. C'est vachement bien. Même quand on écoute juste le disque tout seul comme ça s'arrête jamais, il y a plein de trucs partout. C'est super, c'est impressionnant. Ça reste à sortir en disque. Et en plus, c'est très difficile. Que ce soit Harry Potter, Star Wars, les scores sont vraiment très difficiles pour l'orchestre. Alors moi, j'avais joué pour le Star Wars qui avait été donné à la Philharmonie de Paris. Donc c'était en 2017, 18. Ouais. Il y avait eu, on en avait fait 3, je pense. 3 soirs, même 2 fois, des fois dans la journée. Et c'est vraiment pour les corps, notamment les cuivres. Ils étaient, ça accrochait un peu parce que c'est vrai que c'est, et puis nous c'est vraiment c'est des partitions très riches. Et j'avais écouté des plats à la Radio France, et donc il avait joué, il dirigeait et il avait joué donc sa partition. Mais ça c'est sa partition, mais il reprend et on voit que c'est la même veine, il reprend la même veine. Et c'est pareil, c'est des compositeurs qui ont, enfin en tout cas des plats, réussi le pari de reprendre la suite de Williams, et avec des... Enfin j'étais là, je me dis oh là là, mais il les a pas épargnés, et c'est pour coller au mieux à l'écriture de Williams. Oui, puis ce qu'il faut savoir c'est que... Très virtuose. Quand les musiciens du London Symphony Orchestra sont venus enregistrer la BO du premier Star Wars, ils n'avaient jamais vu la partition. Il les donne en avance quand même. Non, là ils n'avaient jamais vu la partition. Parce qu'il les a donnés au dernier moment. Ils sont censés quasiment enregistrer,
en même temps qu'il découvre la partition. Non, mais quoi. c'est Donc ça vous impossible. montre un petit peu le niveau des musiciens. Ouais, ils sont très forts, très forts. Puis ils ont l'habitude aussi du studio, donc ils ont une lecture à vue, quand même, un déchiffrage. Comment est-ce que vous caractérisez la musique Vous avez parlé beaucoup du compositeur, de l'œuvre, etc. Mais si vous nous donnez votre avis sur la musique pure, le son, ce que c'est En termes esthétiques ou Oui, musical, l'harmonie, le son, ce que vous ressentez, ce que vous avez ressenti. J'utilise un terme dans le livre que tu avais cité tout à l'heure, c'est une sorte d'atonalisme Romantique. romantique. Oui, moi je trouve que c'est. En fait, il a vraiment fait la jonction entre une musique savante et une musique populaire. C'est une symbiose. Donc pour moi, Williams, c'est vraiment ça. Morricone aussi, c'était un peu ça, même si c'était vraiment ça, mais chez Morricone, c'était plus scindé en deux. C'est que vous avez la musique qu'il a fait pour les Giallo, c'est une musique très atonale, et vous avez des thèmes très romantiques, très mélodiques. Williams, c'est vraiment une symbiose des deux, il mélange tout. Vous avez des passages dans Harry Potter ou dans Star Wars qui sont très atonaux. Vous les écoutez séparément, c'est pas facile d'écoute, mais ça fonctionne très bien dans le film. Et puis il y a un côté mélodique aussi qui est magnifique, quoi. En fait, il est quasiment inégalé, quoi, en termes mélodiques. À part, bon, il y a John Barry, il y a d'autres compositeurs aussi qui sont très forts. Mais Chez lui Williams, aussi, le grand ouais. Cosmas, c'était mélodiste incroyable. C'est Ouais. sûr. Mais lui, il a eu la chance par rapport aux autres de travailler vraiment sur des sagas hyper connues. Et ça l'a beaucoup aidé quelque part. C'est pas de sa faute. Oui, bien sûr. Donc c'est vraiment, il a jalonné des générations, plusieurs décennies aussi avec une esthétique. Parce que si on prend un autre compositeur que j'adore, qui est Jerry Goldsmith, Jerry Goldsmith, il a fait des BO géniales pour des films hyper connus, mais il n'a pas eu de sagas qui ont duré des dizaines d'années. Donc c'est ça la différence. Il a eu beaucoup de scores refusés aussi. Ouais. Apparemment. John Barry aussi, il a eu des scores refusés. Tandis que Williams, presque aucun. Enfin, Non, aucun. Donc il y a quand même cette unanimité. Et en plus, non seulement il a eu score refusé, mais quand il y avait des compositeurs qui étaient dans la mouise, vers qui on se tournait Oui. vers Williams. Pour reprendre le flambeau. Pour reprendre le flambeau, genre un mois avant la sortie en salle. Quoi. Ouais. Donc il avait genre des fois 2 Sauve-nous semaines, la mise. deux semaines pour faire une musique, mais il le faisait parce que voilà, il était capable de le faire. Et puis... Justement, est-ce que il a été capable, parce que des fois ça devait se battre au portillon, si je puis dire, ou en tout cas il devait y avoir beaucoup de propositions en même temps. Comment a-t-il suggéré ça? Parce qu'il travaille, on sait qu'il travaille seul, enfin qu'il n'a pas forcément d'assistant comme certains pourraient en avoir. Après, avec le temps, il a des orchestrateurs. Il a des orchestrateurs. Donc les orchestrateurs, qu'est-ce qu'ils font pour lui? En fait, il faut comprendre que le travail d'orchestration, ça se fait au piano d'abord et ensuite. C'est des gens qui écrivent les partitions de chaque instrument. Oui. C'est ça l'orchestration. Oui, mais en fait, lui, il donne des indications bien très précises oui, en fait, c'est ça. pour chaque. Donc en fait, les orchestrateurs n'ont pas de marge de créativité. Voilà, ils font ce que lui demande. Qu'il donne au piano, puisque c'est la base, c'est le piano. Ouais. C'est comme ça qu'il écrit. Donc c'est vrai que le support du piano va influer sur sa conception mentale de la musique. Enfin, je pense que, j'ai fait une redondance, mais sur la conception de la musique. Enfin, si elle se crée au piano, c'est pas la même chose que si elle se crée d'une autre manière. Ouais. Et puis on crée pas de la même manière avec un crayon qu'avec un synthé. Le piano, c'est un support pratique pour faire écouter au réalisateur la mélodie en fait. Donc tous les compositeurs de musique de film font ça. Sauf que maintenant, il n'y a plus besoin de ça parce qu'ils font des maquettes en numérique avec ordinateur. Et ça, il n'a pas voulu faire. Il y a une anecdote sur le 3e Harry Potter. Il y a Alfonso Cuarón qui lui demande voilà, est-ce que tu peux me faire écouter tes maquettes Ouais. Williams lui dit non, je ne fais pas de maquette. C'est ça, voilà. Viens chez moi, je te fais écouter au piano ce que j'ai composé pour ton film. Voilà. Mais il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de. C'est vraiment un compositeur, c'est le dernier compositeur à l'ancienne.
Et est-ce qu'il y aurait des compositeurs, ça serait intéressant aussi, qui voudraient se démarquer, comme on revient au vinyle, qui voudraient se démarquer de cette hégémonie, un peu de cette, cette pratique numérique, comment on dit, ordinateur et compagnie, électronique, je sais pas, et qui voudraient revenir à des fondamentaux. Ça serait intéressant, justement, parce que ça serait peut-être une autre esthétique, mais pas forcément celle des années 30. Mais... C'est pas trop la tendance, on va ouais, dire. Ouais. Non, mais je sais pas. Ça va revenir, ça va revenir. Je suis sûre, on revient au vinyle, on revient au 33 tours, là. Donc, bon, à voir, en tout cas. Mais pour autant, je pense qu'il faut pas... Sans être rétrograde, hein. Non, mais c'est tout ce que ça offre comme perspective, comme possibilité, cette technologie dans le processus de travail. C'est quand même assez intéressant parce que dans l'industrie de la musique et surtout, c'est devenu, même dans le cinéma, tout ça, très très exigeant dans les délais, dans les moyens. Oui, c'est la course à la montre maintenant. C'est ça. Et on laisse plus le temps au temps voilà. Et le temps de l'inspiration. Et est-ce que de retourner à une certaine temporalité beaucoup plus extensive, même si Williams courait après le temps, mais est-ce qu'on perd pas juste, est-ce que de revenir justement à cette ce côté plus élastique du temps, ça permettrait quand même... Bon, en même temps, le grand, il dit, j'ai fait mes meilleurs scores quand j'avais 3 jours. Donc, mais différent, c'est dans l'inspiration, mais peut-être que le support, le matériel que l'on utilise a une répercussion, et les délais imposés peuvent être contre-productifs. Mais il y a la phrase de Williams, do you want it good or do you want it tomorrow? Ah ouais, bien vu. Bah oui. Ouais, c'est ça. C'est la règle, ça. Et ouais. C'est la règle d'or. Voilà. Il faut laisser le temps au temps, parce que le cerveau humain a ce besoin de maturer et puis d'infuser. Il infuse, c'est normal. Ce que l'ordinateur ne permet peut-être pas forcément. Voilà, donc, bon, on va peut-être conclure. Merci beaucoup Isabelle Durin d'être venue. Merci beaucoup. Ces albums sont là si vous voulez repartir avec. Et puis on va remercier aussi la librairie Le Mag Film de nous avoir accueillis. Merci beaucoup, merci à vous.